on a vu en fait qu'il y avait deux types d'altération, une altération chimique et puis une altération physique. L'altération chimique, elle met en jeu des réactions chimiques et donc du coup, il va y avoir des transformations minéralogiques et chimiques. Et l'altération physique n'est simplement qu'une désagrégation, une dislocation, une fragmentation. Donc ça veut dire que les particules que l'on obtient sont des morceaux plus petits en fait de la roche-mère. Donc ça ne change pas la composition chimique, la composition minéralogique. Donc cette altération, elle s'effectue en fait sur une roche-mère et elle donne du coup des produits d'érosion qui vont rester sur place et qui s'appellent l'altérite. Donc l'altérite, c'est la quatrième catégorie en fait de roches après les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Donc une roche magmatique, une roche métamorphique, une roche sédimentaires se font altérer et donnent du coup une altérite. Ça, c'est quand ça reste sur place. Et là, aujourd'hui, on va du coup s'intéresser à l'érosion et au transport, c'est-à-dire que mes particules que j'ai obtenues, c'est-à-dire des particules solides, des fragments solides, ou les ions minéraux qui, qui sont solubles, et vont être emportés, vont être exportés de la zone d'altération, c'est-à-dire qu'on va avoir une séparation entre l'altérite, ce qui va rester sur place, et de la matière qui va du coup être emportée. Donc le fait d'emporter, ça s'appelle l'érosion, et c'est suivi du coup d'un transport euh, de ces ions et de ces particules. Les particules, quand elles sont, les particules, en fait, on va les appeler une fois qu'elles ont été, qu'elles ont subi l'érosion, on va les appeler des sédiments, puisque ces particules, à la fin de notre histoire, eh elles tomberont au fond d'un bassin sédimentaire. Alors, la plupart du temps, un océan ou une mer, et ils vont tomber au fond, et on va appeler ce processus la sédimentation, puisque ces particules sont appelées des sédiments. Les ions qui sont en solution dans l'eau de pluie et qui vont finir du coup leur course dans les cours d'eau et in fine dans la mer et les océans, dans les bassins sédimentaires, et ces ions vont pouvoir aussi précipiter et l'élément solide va aussi sédimenter. Ces particules qu'on vient de voir, qu'on va appeler sédiments, elles sont issues de l'érosion du continent. Donc, on appelle ça des sédiments détritiques terrigènes. Détritique, ça veut dire détritus, des déchets, et terrigènes qui viennent de la terre. On verra dans le chapitre 2 qu'il existe d'autres sédiments, des sédiments d'origine biologique, par exemple des coquilles, et on appelle à ce moment-là des sédiments biogéniques, et non pas à opposer du coup des sédiments détritiques terrigènes. Donc, si je reviens, nous, on va parler du coup d'érosion et de transport aujourd'hui. Donc, grand A, donc grand 2, l'érosion provoque l'entraînement des produits d'altération. Ça veut dire du coup qu'on va emporter une partie des produits de l'altération, donc une partie de ce qu'on va laisser, ce sera du coup l'altérite. Il existe différents agents d'érosion et le principal agent d'érosion, c'est l'eau liquide qui donne ce qu'on appelle du coup une érosion hydrique. Et on verra qu'il existe deux autres agents beaucoup plus mineurs. Alors, à quoi est due cette érosion? C'est principalement dû au ruissellement, c'est-à-dire que quand l'eau tombe du coup sur une zone d'altération, elle va embarquer grâce à ce ruissellement de la matière. Et face à un courant d'eau, une particule peut avoir trois types de comportements qui sont légendés ici dans le diagramme de Öström, qui est un diagramme qu'il faut connaître. En tout cas, qu'il faut savoir utiliser. Alors, le premier comportement, on faut imaginer par exemple une particule qui est immobile et qui se fait entraîner. C'est-à-dire, elle est immobile au fond, elle est posée et elle se met en mouvement à cause du courant. À ce moment-là, on dit qu'il y a érosion. Ça veut dire en gros qu'elle quitte son état immobile et elle devient du coup
mobile, elle est entraînée, hein, donc elle a bien été érodée. Et puis forcément, ce qui va avec l'érosion, c'est toujours le transport. Donc du coup, c'est cette partie qui est grisée, érosion et transport. Le deuxième comportement, c'est ce qu'on appelle le comportement du transport. La particule peut être transportée. Ça veut dire qu'elle n'était pas immobile, en fait. Elle était déjà mobile, elle était déjà en mouvement, et on continue ce mouvement, on perpétue ce mouvement. Donc, si la particule, du coup, était en mouvement, et ben, ce mouvement perdure. Donc là, c'est le deuxième comportement, le comportement transporté. Et enfin, un dernier comportement, c'est le comportement dépôt ou sédimenté. C'est-à-dire que la particule, elle était dans l'eau et elle va s'immobiliser au fond. Elle va tomber au fond, se déposer au fond. Elle peut aussi s'immobiliser tout simplement si si elle se déplaçait au niveau du fond. Alors, pour savoir en fait, il est assez évident que le comportement d'une particule, quand on sera capable de faire une érosion ou un transport ou un dépôt, ça va être fonction à la fois du diamètre des grains, autrement dit de leur taille, et aussi de la vitesse du courant. C'est assez logique que plus la vitesse du courant est importante, et plus je suis capable de faire non seulement du transport, voire même de l'érosion en plus que ce transport. Au contraire, plus la vitesse du courant est faible, et plus ça me paraît évident que je vais pouvoir faire du dépôt, autrement dit de la sédimentation. Au contraire, la taille du grain, plus le grain est petit et plus il me sera facile de faire de l'éroder et de le transporter. Au contraire, plus le grain est gros et plus le comportement de dépôt, de sédimentation sera favorisé. Donc ici, en fait, ce diagramme, en fait, il vous donne du coup les combinaisons, c'est-à-dire pour une vitesse de courant et pour un diamètre de grain, et ben du coup, ce grain, il a quel comportement? Est-ce qu'on va pouvoir l'arracher à son immobilité et le mettre en transport, autrement dit érosion et transport? Est-ce qu'il va être transporté uniquement s'il est déjà en transport, ou est-ce qu'au contraire, il va se déposer? Ce diagramme, en fait, il a été élaboré de façon expérimentale. Tout simplement, on a pris une gouttière dans laquelle on fait passer de l'eau, et cette eau, on peut gérer à l'aide d'un robinet, du coup, la vitesse du courant. Donc, par exemple, on a réglé une vitesse de courant à 0,1 cm par seconde. Et puis, on a pris différentes particules, différentes tailles de sédiments, et on a regardé quel était le comportement. Alors, par exemple, on jetait du coup dans la gouttière, par exemple, des sédiments qui faisaient 0,001 mm, donc autrement dit 1 micromètre. Et quand on les jette en fait dans la gouttière où l'eau va à 0,1 cm par seconde, et ben on a vu que les particules en fait étaient transportées, elles n'étaient ni déposées, et donc du coup, et ben voilà, on est dans le transport. Ensuite, on a fait la même expérience mais avec des particules qui étaient 10 fois plus grosses, donc de 10 micromètres, c'est-à-dire de 0,01 mm. Pareil, on a vu le même comportement. Si on les jette dans la gouttière, et ben ils se font transporter, ils ne se déposent pas. Donc on est bien dans du transport. Par contre, aussitôt qu'on est passé toujours pour la même vitesse dans la gouttière d'eau, dans la gouttière une vitesse du courant à 0,1 cm, et ben pour 0,1 mm, donc c'est-à-dire 100 micromètres, là cette fois-ci, quand je jette mes grains qui font cette fois-ci encore 10 fois plus grands, et ben cette fois-ci ils se déposent au fond de ma gouttière, donc du coup j'ai un dépôt et ainsi de suite. Donc on a refait, puis ensuite on a ouvert encore le robinet et on a refait les mêmes expériences, mais cette fois-ci avec une vitesse de courant de 1 cm par seconde, et ainsi de suite. Et on a pu déterminer comme ça les limites entre les comportements de dépôt, de transport simple et d'érosion et de transport. Tout là-haut, d'ailleurs, vous avez une notion qu'on va voir en fait dans le chapitre 2, c'est que le diamètre des grains définit différentes catégories de sédiments. Les plus fins, ce sont les argiles. Les plus grossiers, ce sont ce qu'on appelle les graviers et les blocs. Et puis entre les deux, on a des particules de taille intermédiaire. Les plus petits intermédiaires, c'est les siltes, et les plus gros, c'est les sables. Donc dans l'ordre
croissant. C'est d'abord les argiles, les particules les plus fines, puis ensuite les siltes, puis les sables, puis les graviers et enfin les blocs. Les blocs, vous voyez bien que là, on est autour d'une dizaine de centimètres, voire plus. Est-ce qu'il y a des questions sur ce diagramme de Hirschsprung? Alors, au niveau du transport, dans ce type de comportement, eh ben, il existe différents types de transport selon la vitesse et aussi le diamètre de la particule. Donc, on aurait pu être plus précis en fait sur ce diagramme de Hirschsprung. En fait, on a des comportements alors pour les particules les plus fines, eh ben, au sein du courant d'eau, ces particules comme par exemple les siltes et les argiles seront en suspension. C'est-à-dire qu'elles seront dans la tranche d'eau, en suspension, elles se feront déplacer, elles sont du coup mobiles ici, mais mobiles dans la tranche d'eau. Ensuite, nous avons d'autres particules qui sont un peu plus grosses, comme les sables. Eux, ils vont faire de la saltation, donc des sauts. Donc, autrement dit, ils vont être aussi mobiles, ils vont être en mouvement, mais ils ne seront pas toujours dans la tranche d'eau. Parfois, ils vont rebondir sur le fond. On fait du coup de la saltation du saut. Et enfin, pour les particules les plus grosses, qui sont aussi, qui peuvent être aussi en transport, et ben elles seront dans un transport mobile, mais posé sur le fond. Donc elles pourront soit rouler, ou soit elles pourront glisser le long de ce fond. Et si à un moment donné le courant ralentit, et ben ce qui va se passer, c'est qu'elles vont s'immobiliser, alors que celles qui sont en suspension ou voire celles qui sont en saltation, et ben elles vont se déposer. Donc quand on met ici dépôt, on aurait dû mettre aussi immobilisation, pour prendre en compte le transport qui se fait au fond, uniquement au fond, par roulement ou par glissement. Alors, deux autres types d'agents d'érosion beaucoup plus mineurs, ce sont les agents, l'érosion éolienne. On avait vu notamment que le vent était capable d'arracher et d'emporter avec lui du coup des particules. Et puis une autre chose qu'on avait vue, c'était la glace. Donc là, cette fois-ci, l'eau solide. On avait vu que les glaciers étaient capables de raboter, de faire un rabot, c'est-à-dire autrement dit d'embarquer avec lui du coup des roches arrachées au fond de la vallée. Donc cette érosion éolienne et cette érosion glaciaire, ce sont deux autres agents d'érosion, mais qui sont beaucoup plus mineurs à l'échelle globale, à l'échelle du globe, par rapport à l'érosion hydrique. Alors justement, l'érosion donc provoque des transferts de matière en surface du globe. Ici, vous avez une image en fait du fleuve Fly River qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc en Asie du Sud-Est. Enfin, c'est peut-être l'Océanie plutôt. Et on voit en fait que ici, alors on voit le fleuve serpenter dans cette plaine, et on voit que ce fleuve, ses couleurs sont très marronasses. On voit bien que l'eau est extrêmement chargée en sédiments, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argile, de silt qui sont en suspension dans cette eau. Et du coup, ce fleuve, il est en train d'emporter avec lui de la matière qui a été prise au continent et qui va finir sa course en fait dans l'océan. Donc autrement dit au niveau du bassin sédimentaire. Donc ce transfert, ça peut être des transferts effectivement de particules, comme par exemple ici on le voit très bien, de particules argileuses ou de particules un peu plus grosses qu'on appelle des siltes, mais ça peut être aussi des ions, des solutés. Donc il va y avoir, l'érosion va provoquer du coup un transfert de sédiments détritiques terrigènes, donc des particules, ou de solutés, c'est-à-dire des ions solubles, que ce soit des cations solubles ou des oxyanions, depuis le continent où il y a eu l'altération, jusqu'aux océans, qui va représenter une cuvette où va se faire le dépôt, la sédimentation. Donc, on va parler de bassin sédimentaire. Alors, dans votre cours, je vous avais mis les chiffres pour vous montrer d'ailleurs, c'est bien sûr pas à retenir, pour vous montrer ô combien l'érosion hydrique est l'agent d'érosion principal, puisque c'est le transport principal. Chaque année, on estime que 23 milliards de tonnes, gigatonnes par an de matière, que ce soit de la matière sous forme de particules, de sédiments ou de la matière sous forme d'ions
hein, donc des atomes en solution, hein, des solutés, et ben on a 23 gigatonnes qui quittent du coup le continent et qui rejoint les océans, hein. Et dans ces 23 gigatonnes, eh ben, il y en a 18 qui sont sous forme de particules et 5 sous forme en fait de solutés, hein. D'ions comme Ca2+, comme HCO3-, enfin ces oxyanions et ces cations solubles qu'on avait vus. Pour un élément de comparaison, donc 23 gigatonnes, ben on n'est même pas à 1 gigatonne pour l'érosion éolienne, hein, on est à 0,7 et on est simplement à 2 gigatonnes par rapport à l'érosion glaciaire. Donc du coup, on voit bien que le principal agent d'érosion, c'est vraiment l'érosion hydrique. Alors, ici, on va amener du coup une nouvelle notion. C'est ici dans la diapositive 46, on voyait que le titre c'était la charge solide. Donc ici, bah, effectivement, on voit rien qu'avec cette photographie que on a une charge qui est très importante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de particules, beaucoup de sédiments qui sont en suspension dans les eaux de cette rivière, hein, de ce fleuve. Et ben la charge en fait d'un fleuve, c'est la quantité de matière justement qui est transportée par unité de temps, donc par exemple par seconde, hein, et par unité de et pour une section transversale. Une section transversale, en fait, c'est en fait si je faisais une coupe transversale ici, hein, donc je prends une surface. Donc pour avoir cette charge, eh ben je peux du coup il suffit de multiplier en fait le débit, hein, qui est en mètres cubes par seconde, fois la concentration en sédiment. Donc il suffit d'avoir un débitmètre, hein, de calculer le débit du fleuve, hein, donc on va obtenir ce paramètre et ensuite de faire un prélèvement dans ce fleuve et de déterminer du coup la concentration des particules solides. Et quand vous multipliez les deux, bah, vous obtenez du coup la charge solide, hein, c'est-à-dire la charge en sédiment. Si vous faites la même chose, mais que vous déterminez cette fois-ci non pas la concentration des particules solides, mais la concentration des solutés, hein, comme les ions, les ions en solution, et là, cette fois-ci, vous aurez la charge dissoute, hein, et charge dissoute plus charge solide, ça donne la charge totale. Alors, autre notion que je vous ai mis dans le cours, c'est la notion de bassin versant, hein. Donc, le bassin versant, c'est tout l'espace géographique. Alors, par exemple, le bassin versant d'un fleuve, c'est tout l'espace géographique où, sur lequel, si une goutte d'eau tombe sur cet espace géographique, cette goutte d'eau, elle terminera du coup dans le fleuve, hein. Donc, en gros, c'est la zone géographique qui collecte, hein, l'eau qui finit dans le fleuve et qui finira du coup dans l'océan. Alors, cette charge, je passe du coup sur ce document-là, hein. Donc là, on vous donne le bilan annuel alors de la décharge solide. Alors, qu'est-ce que c'est que la décharge en fait? La décharge, c'est la charge qui arrive au niveau de la mer, au niveau de l'océan, hein. Donc, ça veut dire qu'on est à l'embouchure, hein, du fleuve et du coup, ces sédiments et ces solutés vont du coup rentrent du coup dans le bassin sédimentaire, hein, qui est l'océan ou la mer, c'est-à-dire dans la zone où on va y faire la sédimentation, le dépôt. Alors ici, c'est simplement la décharge solide, hein, donc la décharge particulière des grands fleuves. Et ce que vous voyez sur cette répartition, c'est que mes flèches, en fin de compte, enfin en tout cas, ma décharge, elle est de moins en moins importante si je me rapproche des pôles. C'est-à-dire qu'on voit bien que les décharges les plus importantes, elles sont quasiment au niveau de l'équateur, alors que la décharge est beaucoup plus faible quand on est dans des régions polaires. Alors, comment l'expliquer? Quand je suis dans des hautes latitudes, c'est-à-dire quand je me rapproche des pôles, je me rapproche d'un climat qui est d'un climat polaire, où l'altération est beaucoup moins importante, c'est qu'une altération physique, alors que si je me rapproche de l'équateur, hein, ou de la zone intertropicale, là, cette fois-ci, je vais avoir un climat qui va être tropical ou équatorial, c'est-à-dire un climat qui va être chaud et pluvieux, et donc du coup, on va avoir un climat qui va avoir une forte altération, principalement chimique, et qui va nous donner du coup beaucoup forcément de particules et d'ions, et donc du coup les fleuves seront chargés en fait en particules et en ions, hein, d'où une décharge des fleuves beaucoup plus importante. Donc le fait que la décharge en fait diminue
en allant vers les pôles, bah, c'est lié tout simplement au climat. Hein. Quand on se rapproche vers le pôle, la température diminue, la pluviométrie aussi, et du coup, on se retrouve avec une altération qui est moins importante. Donc, ça veut dire que à la base, à l'origine, on a déjà moins de particules, moins d'ions à transporter pour les fleuves. Autre chose, si on prend une même latitude, par exemple au niveau de la zone intertropicale, on se rend compte que par exemple ici, là, on se rend compte que on a beaucoup moins une décharge qui est beaucoup moins importante au niveau de l'Afrique que par exemple au niveau de l'Amérique du Sud ou que de l'Asie du Sud-Est, hein, ou même que de l'Inde. Alors, comment on peut expliquer ça? Quel est le paramètre là qui est mis en évidence? C'est le relief. C'est-à-dire que au niveau de mon Amérique du Sud, j'ai un grand relief, que vous aviez étudié au DS5, c'est la cordillère des Andes. Ici, dans dans l'Asie du Sud-Est, j'ai plein d'arcs et de cordillères, hein, donc autrement dit des reliefs qui sont liés aussi à la subduction. Au niveau de l'Inde, j'ai l'Himalaya qui est une chaîne de montagnes de collision, hein, non plus là d'une chaîne de montagnes ou d'une chaîne de volcans de subduction. Et par contre, en Afrique, en fait, il y a très peu de relief. Hein. C'est plutôt des plaines. Hein. Et donc, du coup, comme il y a moins de relief, il y aura du coup forcément moins d'érosion. Hein, et du coup, moins de particules à transporter. Hein, donc, la décharge hein, est beaucoup moins importante. Dernière chose, on voit bien que ici, par exemple, au niveau de l'Océanie ou de l'Asie du Sud-Est, on a vraiment des décharges qui sont colossales, hein, ici notamment, hein, autour de l'Indonésie, etc. Pour un si petit territoire. Là, en fait, ce qui est mis en jeu, c'est la nature du sous-sol. Hein, c'est-à-dire que toute cette zone-là, l'Asie du Sud-Est, elle est constituée en fait de roches qui sont extrêmement meubles. Hein, ça s'appelle des leuses, on verra. Ce sont des dépôts éoliens. Et ces roches meubles, du coup, elles favorisent l'érosion. Hein, et donc, nos fleuves, ils vont être très chargés en particules, d'où une décharge à l'embouchure qui sera très importante. Donc, c'est ce que je vous ai mis dans le cours. Hein, donc, la charge et du coup la décharge est fonction de différents paramètres, hein, du relief du bassin versant, de la nature des roches, du climat. Mais on aurait pu parler aussi de l'importance du couvert végétal. Hein, et des activités humaines, hein, notamment par exemple quand l'homme fait une déforestation, il enlève du coup le couvert végétal, et les sols vont être soumis à une érosion beaucoup plus importante. Et du coup, mes fleuves vont avoir une charge plus importante. L'urbanisation aussi accroît la charge. Alors là, c'est pas, on joue pas sur l'érosion, mais on joue surtout sur le débit des fleuves. Hein, quand on fait une urbanisation, on empêche finalement l'infiltration de l'eau dans les sols. Ça veut dire qu'on favorise le ruissellement et in fine, l'eau qui coule sur le bitume de nos villes, ils finissent en fait dans les rivières et dans nos fleuves et ils contribuent à augmenter du coup le débit. Hein. Et en augmentant le débit, j'augmente du coup la charge mécaniquement. CF, du coup, la formule, puisque la charge, c'est le débit fois la concentration. Et enfin, on peut citer le barrage. Quand on fait un barrage, forcément, on réduit le débit, hein, et on retient aussi les particules en amont du barrage. Donc, ça veut dire qu'en aval du barrage, moins de débit, moins de particules, une charge qui sera moins importante et du coup une décharge au niveau de l'océan, hein, ou de la mer, au niveau de l'embouchure qui sera moins importante. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie du coup érosion qu'on vient de terminer? Alors, on va commencer du coup le grand 3. Le grand 3, en fait, il va combiner à la fois l'altération et l'érosion pour expliquer du coup les différents modelés des paysages. Hein. Et on va commencer aujourd'hui. Hier, vous aviez un modelé, un paysage à étudier. C'était le paysage glaciaire, le modelé glaciaire. Alors, le modelé glaciaire, c'est un modelé qui se fait dont l'altération, euh, c'est un modelé qui est issu d'une altération essentiellement physique. Donc ici, vous aviez un
Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, le modèle glaciaire, il va se présenter essentiellement au niveau des chaînes de montagnes des zones tempérées. Donc là, on va avoir de la glace. Donc c'est par exemple dans les Alpes chez nous. Et donc en climat montagnard, on avait vu que c'était globalement comme le climat polaire, c'était des agents d'altération physique qui dominaient, et notamment celles pour les agents liés à la température et à la glace, autrement dit des phénomènes de thermoclastie dus à des variations de température, de cryoclastie dus à des successions de gel et de dégel, et de rabots glaciaires dus en fait à des glaciers qui s'écoulent le long de la pente. Alors justement, au niveau du modelé glaciaire, en fait, le paysage glaciaire, il est vraiment très fortement influencé par ce glacier. Donc ici, vous aviez le document 4, c'est une coupe de vallée, enfin c'est un bloc 3D d'une vallée, un glaciaire. Au sommet de cette vallée, elle est occupée par ce qu'on appelle le cirque glaciaire. C'est une zone en fait où le glacier, où il va y avoir plus de précipitations de neige que de fonte de neige. Donc du coup, c'est une zone d'accumulation de la neige. La neige, en s'accumulant, finit par être enfouie et elle va se compacter et se transformer en glace. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle la langue glaciaire, où là, cette fois-ci, c'est une zone non pas d'accumulation, mais c'est au contraire une zone où la fonte va être plus importante que les précipitations. Donc, c'est une zone où, au contraire, au lieu d'accumuler de la glace, on en perd, puisqu'on la liquéfie, elle se transforme en eau. Et notre glacier, en fait, c'est une masse de glace qui est du coup posée sur une zone penchée, et donc du coup, il a naturellement tendance à s'écouler, donc à glisser entre guillemets depuis du coup l'amont, depuis le cirque, vers l'aval, depuis la langue glaciaire. Et comme on précipite en permanence, il n'y a pas d'espace comme il y a de la neige qui arrive chaque année, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire que ça vient combler du coup le retrait dû au glissement du glacier. Ce glacier, il glisse du coup, il s'écoule, on dit, le long du coup en frottant du coup sur le fond de la vallée et sur les côtés de la vallée, et ça va du coup arracher des roches au fond de la vallée et sur les côtés de la vallée, et ces roches en s'accumulant vont donner ce qu'on appelle les moraines. Donc si les roches s'accumulent dessous le glacier, donc entre le glacier et le plancher de la vallée, ça va être la moraine de fond, vous l'avez ici. Si au contraire elle s'accumule sur les côtés du glacier, on parlera de moraine latérale. Et enfin, elle s'accumulera surtout à l'avant du glacier, on appellera ça du coup la moraine frontale. Alors ici, on voit que le fond du glacier, il y a une zone qui doit être moins érodable, qui doit être plus résistante et qui va déterminer ce qu'on appelle un verrou. Et en amont, on va avoir du coup un surcreusement qu'on va appeler l'ombilic. Et ça va se traduire sur le glacier par une zone qui va être marquée par des irrégularités, par des fissures, comme des fractures entre guillemets, et ça va délimiter du coup des gros blocs qui peuvent d'ailleurs chuter et qui peuvent être dangereux pour des gens qui se promèneraient sur ces glaciers. C'est ce qu'on appelle les séracs, les blocs de sérac. Et ici, au niveau de cette zone-là, on est dans la ligne d'équilibre, c'est-à-dire où la fonte est compensée parfaitement par les précipitations. Donc le bilan est nul, alors que là, le bilan est positif. On accumule de la glace au niveau du cercle glaciaire, et il est négatif au niveau de la langue glaciaire. On a tendance du coup à perdre de la glace au profit de l'eau. Donc voilà. Et donc si effectivement le bilan total, si je prends le bilan positif ici et le bilan négatif et que je fais la somme et que le tout me donne 0, du coup mon glacier, il ne bouge pas. Si par contre la somme est positive, mon glacier il va progresser. Et c'est pas du tout le cas la tendance actuellement. Au contraire, actuellement on a plutôt un bilan qui est négatif, et ça veut dire que mon glacier il va reculer d'année en année jusqu'à
potentiellement sa disparition. Alors, ce que j'ai oublié de parler, bien évidemment, à l'avant, comme ça fond, ça donne des torrents, des torrents glaciaires dus à des eaux de fonte. Et puis, ce cirque, il est limité par une sorte d'escarpe, enfin, la zone de contact entre le cirque, du coup, et les roches de la vallée, c'est ce qu'on appelle la Rimet. Et enfin, dernière chose, on peut avoir plusieurs glaciers qui s'interconnectent. Le plus gros glacier est appelé le glacier principal et le plus petit est appelé le glacier tributaire. Donc là, on n'a pas la fin, mais ici, on aurait un cirque. Et on voit que les deux langues glaciaires se réunissent. Et du coup, la moraine latérale qui était ici du petit glacier tributaire et la grosse moraine latérale enfin, la petite moraine latérale, excusez-moi, du glacier tributaire, finit sa course au milieu de la langue glaciaire du gros glacier et ça donne ce qu'on appelle une moraine médiane. Donc là, on a fait une coupe en AB, ABC, et on voit du coup la coupe qui est ici. Donc en bleu, c'est la glace. Vous voyez ici la moraine de fond du glacier principal. Ici, ce serait la moraine de fond finalement du glacier tributaire, mais qui maintenant n'est plus dans le fond, qui a été réuni au niveau de la glace. Et du coup, ici, on a la moraine médiane et ici, on aurait la moraine latérale. Alors, cette moraine, on va en étudier du coup un exemple à travers du coup cette photographie, d'ailleurs, qui aurait dû venir avant la photographie 2. Donc là, je vois, j'ai une bêtise dans le diaporama. Alors, vous aviez du coup un travail à faire. La première question, alors c'était, du coup, je vais changer. Hop. Alors, est-ce que vous voyez du coup mon image géoportail? Oui. Oui. Donc ici, en fait, vous avez Chamonix, donc cette ville maintenant. Et du coup, Chamonix est associé à un glacier qu'on appelle la mer de glace et qui est associé en fait au Mont Blanc. Donc la mer de glace, c'est un des glaciers les plus connus en France. Alors ici, du coup, j'ai affiché les photos aériennes. Si vous voulez afficher d'autres données, il suffit de cliquer sur d'autres données et vous pouvez par exemple afficher la carte IGN. Et hop, je réduis ici en recliquant. Et donc, je m'assure effectivement que je suis bien dans la mer de glace. D'ailleurs, c'est la réunion de deux glaciers, le glacier de l'Échaud et le glacier du Tacul. Donc, et hop, on a ensuite une langue unique. Et on a du coup Chamonix-Mont-Blanc qui est situé ici dans la vallée. Donc, en glissant du coup, hop, ici, ma photo aérienne, du coup, ma photo aérienne prend le dessus. Je peux aussi m'amuser d'ailleurs à ici gérer du coup la transparence des calques et à passer de l'un à l'autre, voire à supprimer carrément les données. Alors, si je regarde ici, je vois ici que j'ai des crêtes qui sont extrêmement pointues, des monts qui sont extrêmement pointus, qui sont extrêmement, en fin de compte, en forme d'aiguille. Alors, je vais passer. Est-ce que vous voyez là la deuxième image? Oui. Ouais, là, en fait, je suis passé en version 3D bêta. Donc, du coup, j'ai une sorte de reconstitution, en fin de compte, en 3D, une vue un peu en 3D du coup de la zone. Et effectivement, si vous regardez, là vous reconnaissez le premier glacier, ici le deuxième glacier, puis ensuite la Réunion, et là on est au niveau de Chamonix. Et donc on voit bien ici que mes deux glaciers sont vraiment limités. On voit très très bien ici par des reliefs rocheux qui sont très en aiguille. C'est avec des flancs qui sont très pentés, pas du tout émoussés, c'est pas du tout des collines, c'est vraiment des choses qui sont très pentées. Donc première question, ce qu'on vous demandait, c'est comment on peut du coup, comment on peut expliquer en fait que l'on a la présence comme ça d'aiguilles. Alors du coup, si quelqu'un veut essayer de répondre.
À quoi c'est dû? Pourquoi on a ici une zone avec un paysage présentant des aiguilles, présentant des reliefs très marqués, très pentés? Euh, c'est une zone de convergence continentale jeune, du coup les monts ils sont Oui, hauts mais et il y a de l'érosion. oui, effectivement, on est dans une chaîne de montagnes, hein, c'est les Alpes, et il s'agit d'une chaîne de collision, hein, de la collision entre la plaque eurasienne et la plaque africaine. Mais là, c'est le contexte géodynamique. Moi, je veux être à l'échelle du paysage. Donc, je vais être à l'échelle là de ce que je vois, pas à l'échelle d'un continent. Donc, à l'échelle du paysage, comment vous pouvez expliquer qu'on a créé de tels reliefs, des reliefs qui sont extrêmement, enfin, avec des escarpements très importants, avec des pentes très importantes, c'est-à-dire des choses qui sont en forme d'aiguille. Ben, c'est dû tout simplement à la nature des agents d'altération. Quel est l'agent d'altération qui agit ici? Est-ce que c'est de l'altération physique ou est-ce que c'est de l'altération chimique? Physique. C'est physique. Et c'est d'ailleurs quelles altérations quelle altération physique principalement? C'est dû à quoi ici? Là, toutes ces zones-là, c'est. Alors, vous devez pas voir. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Oui, peut-être, je sais pas. Non. Non, vous voyez pas ma souris. Donc, ça va poser problème tout à l'heure. Alors, attendez, je vais essayer d'avoir les outils. Hop. Non, je vais faire. Voilà. Hop. Vous voyez bien là, j'ai. Non, c'est pas ça que je vais faire. Donc là, j'ai légendé, enfin j'ai légendé. Regardez, je vous montre ici, vous voyez bien ici, hein, mais je pourrais mettre ici aussi, hein. Hop. Et ben ici, vous voyez bien que là, mon glacier il est limité par de véritables aiguilles, hein, c'est-à-dire des monts, hein, qui sont en forme d'aiguille et non pas en forme de dôme. Alors, à quoi ça pourrait être dû, hein? Quel agent, quelle altération, quel processus d'altération physique pourrait expliquer comme ça qu'on obtient des choses qui sont enfin, en forme d'aiguille, hein, qui sont très escarpées? Bah, on sent bien effectivement qu'il n'y a pas d'altération chimique. S'il y aurait une altération chimique, elle finirait par émousser le relief. Ça donnerait un relief qui serait plus doux, alors que là, c'est très, très agressif, très en aiguille. Alors, ce serait dû à quoi, du coup? À des diaclases, Alors, oui, d'accord, il y a des diaclases qui sont apparus, mais c'est dû à quoi? à la présence d'eau, enfin de glace. C'est l'érosion Alors non, visuelle. si on regarde ici, dans cette zone-là, on ne peut pas faire appel au rabot glaciaire, parce que le rabot glaciaire, c'est contre le plancher et les côtés de la vallée. Là, le glacier, il est en dessous. Il vient pas agir, hein, sur ces roches-là. Ces roches sont au-dessus du glacier, donc c'est pas possible. Donc il faut faire appel à d'autres agents. Le vent, Ouais, un peu, mais c'est pas l'agent principal. Bah, On peut parler de la pluie. bof, parce qu'il pleut pas tellement, parce que c'est plutôt de la neige dans cette zone-là. Donc la neige, elle se dépose gentiment, elle va pas véritablement créer de splash, comme on avait vu, ou de ruissellement, hein. Donc là, vous pouvez pas parler de cet agent-là. Non, c'est un autre agent physique. Bah, c'est la température. C'est tout simplement ces roches-là, elles vont être soumises à des variations de température au cours de l'année, mais aussi au cours de la journée qui va être très important et elles finissent par casser, hein. C'est la fameuse thermoclastie. C'est aussi des roches qui vont être soumises à des gels et des dégels au cours de l'année. Et donc, du coup, il va y avoir de la cryoclastie.
et ben, quand vous créez du coup de la cryoclastie et de la thermoclastie, et ben, vous finissez par obtenir des choses très anguleuses. Hop. Donc, la réponse à la question 1, eh ben, c'était thermoclastie et cryoclastie, c'est-à-dire que ce sont des… Je n'ai pas tapé de correction, hein, donc c'est à vous de noter. Hein. Donc, si on a des reliefs en aiguille, c'est tout simplement parce qu'on a une altération physique qui domine et une altération plutôt par thermoclastie, hein, et par cryoclastie. Alors, la deuxième question, c'était de légender, du coup, les différentes parties du glacier. Hein. Donc, si je prends mon glacier, bah, déjà, ce que je vois très bien, c'est que toute cette zone-là un peu ronde, alors oui, bien sûr, vous ne pouvez pas voir. Donc, du coup, je vais faire une capture d'écran et l'insérer. Hop. Bon, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Vous allez devoir, ce que je vais, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou pour ceux qui l'ont fait, en tout cas, certains m'ont montré leur travail, donc du coup, c'était plutôt bien. Mais ici, sur ce glacier, eh ben, il faut faire des captures d'écran. Donc, à mon avis, il en faut au moins deux. Hein, une à une échelle globale comme ceci, mais une autre sûrement à une échelle plus rapprochée pour montrer plus clairement les choses. Hein. Et ce que vous allez pouvoir montrer, hein, c'est que dans cette zone-là, hein, celle que je zoome ici, bah, vous voyez bien que vous êtes dans une zone en fait où on accumule de la neige. Donc ça veut dire que vous êtes dans un cirque. Hein. Ça c'est le cirque du premier glacier. Hein. Le deuxième cirque, il est plus petit. Hein. Il est ici. D'accord. Si je zoome, et bah, sur le côté, hein, de mon glacier, donc moi je veux annoter. Voilà. À noter. Et ben à ce niveau-là, juste à la jonction, et ben ici je vais avoir du coup une zone où j'aurais pu le mettre ici d'ailleurs, on peut le voir aussi ici. Ben là j'ai la jonction entre du coup le cirque du glacier et les parois rocheuses. Hein. Autrement dit, j'ai affaire à ce qu'on appelle la rimée. Hein. Alors, donc ici, du coup, le cirque du petit glacier, ici, le cirque du gros glacier. Et si je continue, hein, et ben, je vois là, du coup, que mes deux cirques, ils continuent par deux langues glaciaires qui se réunissent en une seule et même langue glaciaire qui est ici. Donc du coup, hein, vous pouviez, il va falloir que vous légendiez du coup cirque et rimet ainsi que langue glaciaire. Ça veut dire que du coup, si je dois chercher ma ligne d'équilibre, par exemple pour mon glacier principal, eh ben, ma ligne d'équilibre, elle doit se situer ici, hein, elle doit se situer dans cette zone-là. Et d'ailleurs, dans cette zone-là où je suis en train de zoomer, je vois bien, hein, on arrive très bien à voir, tiens, regardez ici, hein, on arrive très bien à voir qu'il y a des blocs. Donc, ça veut dire qu'ici, on a affaire aux blocs de sérac et qui sont limités par des fractures, hein, qu'on appelle du coup des fissures. Hein. Donc là, on a les séracs, les fissures, et c'est dans cette zone-là qu'il doit y avoir la ligne d'équilibre où on passe d'un bilan qui sépare une zone où on a un bilan positif d'une zone où on a un bilan négatif. Si vous devez légender, eh ben, celui du coup, celui où j'ai mis le glacier où j'ai mis du coup les petits plots, eh ben, c'est un glacier tributaire, alors que l'autre glacier, ben, c'est le glacier qui est le plus gros, hein, ça va être le glacier du coup principal. Ce qu'on voit aussi très très bien sur le glacier principal, eh ben là, regardez, quand je zoome, on voit bien des bandes, hein, des bandes claires et des bandes sombres, qui sont d'ailleurs arquées. Hein. Ça, ce sont du coup les bandes de Forbes, hein, à aussi légender. Hein. Donc, vous avez aussi bandes de Forbes à légender. Si je me rends en avant du glacier, eh ben,
ce que je vais trouver, regardez, c'est que je devine ici là, hop, qu'à l'avant du glacier, j'ai une rivière. En fait, il s'agit d'un torrent, hein, d'un torrent glaciaire. Et puis enfin, j'ai aussi allégendé toutes mes moraines. Et ben, là, on voit bien qu'il y a plein de roches qui ont été laissées à l'avant du glacier, hein, ici, hein, toute cette zone-là. Et ben, ces roches-là, du coup, ce sont, d'ailleurs, regardez, on voit même des gros blocs, c'est la moraine frontale. Si je me rends sur le côté ici du glacier, je vois que j'ai encore une accumulation énorme de roches grises ici. C'est la moraine, du coup, latérale. Et j'ai une autre moraine que je peux légender. C'est que vous voyez bien que là, vous avez une réunion de deux glaciers. Hein, donc, si j'annote, là, j'aurai du coup la moraine latérale du petit glacier, du glacier tributaire, la moraine latérale du gros glacier, l'autre moraine latérale. Ici, la moraine latérale du gros glacier. Ici, la moraine latérale du gros glacier. Et du coup, cette moraine latérale, elles vont se fusionner. Et là, on aurait la présence d'une moraine qu'on pourrait qualifier de moraine du coup médiane, même si elle devient moraine latérale très rapidement, hein, puisque ici je retrouve du coup une moraine latérale, hein, de la mer de glace, hein, c'est-à-dire la réunion des deux glaciers. Est-ce qu'il y a des questions pour toutes ces légendes? Donc, à vous de faire des captures d'écran et de légender du coup toutes ces structures. Alors, pour les bandes de Forbes, en fait, qui sont ici, elles sont arquées. Alors, comment on pourrait expliquer qu'elles sont arquées? Ça m'a fait penser comme aux rivières, le débit de la rivière est plus important au milieu. Donc là, ça peut être expliqué par peut-être que vu que c'est plus épais, c'est plus élan au milieu de la langue de glace que sur le côté. Alors, il faut attention, hein, c'est un écoulement, mais c'est un écoulement particulier puisque c'est un écoulement de solide. Hein, donc, tu peux pas tout à fait expliquer ça comme ça, mais plus exactement, on va le prendre différemment. Le problème, tu me dis effectivement que l'écoulement doit être plus rapide au centre du glacier que sur les côtés du glacier. Et qu'est-ce qui ralentirait du coup l'écoulement de la glace sur le côté? Les moraines. Ouais, entre guillemets, ce serait quel phénomène physique qui provoquerait du coup ce ralentissement? Il y a plus de frottement sur les côtés. Et voilà, tout simplement. Il y a plus de frottement. Hein. Donc, comme il y a plus de frottement sur les côtés, hein, puisque vous frottez sur le côté, les parois latérales de la vallée, et du coup, vous ralentissez l'écoulement et vous obtenez des bandes de Forbes qui sont du coup arquées. Alors, pour mesurer du coup la vitesse d'écoulement, on vous disait en fait que les bandes de Forbes, en fait, une bande claire et une bande sombre, ça correspondait en gros à une année, hein, puisque la bande claire, c'était le dépôt, ça se passait au niveau, elles apparaissaient au niveau des blocs de Sérac, hein, de la ligne d'équilibre, et en gros, quand on est l'hiver, on accumule beaucoup de neige, et donc du coup, la neige est blanche. Et quand on est l'été, l'accumulation, la neige est beaucoup moins importante, hein, et donc du coup, on va concentrer beaucoup plus les particules qui sont apportées par le vent ou la pollution, et du coup, ça donne cette couleur un peu plus sombre. Donc, un ensemble clair plus une bande claire et une bande sombre, ça donne du coup une année. Alors, comment calculer du coup la vitesse? Il suffit de compter du coup les bandes et vous avez un outil ici, hein, qui s'appelle mesurer, hein, où vous pouvez du coup mesurer du coup une distance. Hein. Il suffit du coup de cliquer, hein, hop, et de parcourir du coup votre langue glaciaire et vous avez du coup la distance qui s'affiche et il reste plus qu'à compter du coup les bandes et faire le calcul. Hein, donc le calcul, si vous l'avez fait, vous devez tomber autour
de 90, 100 mètres par seconde, mètres par année, je veux dire. Donc, ça veut dire que mon glacier, il se déplace de 100 mètres quasiment chaque année. Alors, dernière chose qu'on va comment faire, je vais vous montrer ici et je vous laisserai du coup faire le travail, le reste du travail. C'était les coupes. Donc ici, vous avez une vallée, la vallée de Chamonix, et on va du coup réaliser une coupe de cette vallée. Alors pour faire la coupe, moi ce que je préfère, c'est d'avoir la carte IGN. Hop, comme ça je vois les courbes de niveau et je vois les points hauts. Donc ici, je vais faire une coupe dans cette vallée-là. Alors pour faire la coupe, il suffit de reprendre du coup, il faut établir un profil et du coup, il faut aller d'un point haut ici à un autre point haut là, par exemple, et double-cliquer. Et du coup, on a notre coupe qui apparaît. Je peux refaire. Hop. Donc, on prend l'outil, on va ici et on va là, et on double-clique, et on a du coup une coupe qui apparaît du coup sur le côté. Donc vous aurez à faire cette coupe-là, et il faudra la comparer avec une autre coupe, une coupe d'une vallée, cette fois-ci dans les Pyrénées, et vous verrez que vous n'aurez pas du tout la même morphologie. Et du coup, il faudra m'expliquer comment vous pouvez expliquer que ces morphologies soient différentes. Voilà. Donc, à terminer. Donc là, on a corrigé jusqu'à la question 5A. Vous avez du coup, on corrigera du coup demain le reste de l'exercice. Alors, maintenant, je vais changer. Hop. Je vais changer mon écran. Et je vais passer du coup à la correction du DS. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui. Et la souris, là, vous la voyez du coup? Oui. Aussi. Alors dans ce DS, du coup, on vous demandait d'expliquer en quoi le document 6 confirmait l'une des hypothèses et infirmait l'autre hypothèse. En fait, vous aviez ici un document qui était un spectre de terres rares, c'est-à-dire un spectre en éléments qui étaient en traces, c'est-à-dire des éléments qui se comptent en ppm ou voire même en ppb. Donc ici, vous aviez les différents éléments en abscisse, donc le lantale, etc. Je ne les connais pas tous. Le néodyme, le samarium, ça on connaît, l'europium, et puis enfin le l'iterbium. Donc tout ça, ce sont des éléments qui appartiennent à une famille dans le tableau, dans la classification périodique des éléments qu'on appelle les terres rares, tout comme il existe la famille métallique, la famille des alcalins et ainsi de suite. La famille des halogénures, la famille des gaz neutres. Donc, ce sont les terres rares, c'est tout simplement des noms, d'un groupe d'éléments, d'atomes. Ici, en ordonnée, vous aviez la teneur normalisée. La teneur normalisée, ça veut dire qu'on a mesuré dans la roche la teneur et qu'on l'a divisée par la teneur d'une référence, ici une chondrite. Donc, en gros, on a un ratio. Donc, ça veut dire que comme on a un ratio, une teneur divisée par une autre teneur, ça veut dire que ma teneur, elle n'est plus en ppm ou en ppb. Elle n'a plus d'unité. C'est un ratio. Là, une teneur normalisée, c'est un ratio. Donc, si vous avez une teneur en ppb et que vous la divisez par une teneur en ppb, vous obtenez un ratio qui n'a pas d'unité. On a analysé 2 adachites en rouge et 2 roches qui appartiennent aux roches classiques de subduction, les B, A, D, R, donc un basalte ou une andésite ou une dacite ou une rhyolite d'une cordillère classique, c'est-à-dire non pas d'une zone de cordillère où on fait des adachites. Et on vous dit que si on a des liquides primaires qui sont différents, on a 2 possibilités pour faire des liquides primaires différents. Soit
et là, si je veux avoir deux liquides primaires différents, soit j'ai la même roche-mère au départ et je fais des taux de fusion différents, soit j'ai au départ deux roches-mères qui sont différentes. Hein. Donc, voici les deux hypothèses. Hein. Donc, en gros, il faut savoir, donc je vous rappelle que les adakites et les BADR, ce sont des roches magmatiques. Donc, ce sont bien des liquides qui ont été solidifiés. Hein. Et si on a des liquides différents, donc du coup des roches magmatiques différentes, c'est soit parce que les roches-mères étaient différentes, ou soit on avait la même roche-mère, mais qu'on a fait des taux de fusion partiels différents. Alors, il fallait du coup valider une des hypothèses et au contraire dégommer une autre hypothèse, l'autre hypothèse. Alors, autre chose qu'on vous disait que l'incompatibilité était décroissante du lantale vers l'ytterbium. Alors, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer. On va considérer le lantale. Par exemple, ici, j'ai pris l'hypothèse où on aurait une même roche-mère, mais si je formais un liquide adakitique ou un liquide à l'origine des BADR différents, c'est parce que j'ai un taux de fusion partiel différent. Donc, j'ai pris cette hypothèse-là. Donc, autrement dit, la deuxième hypothèse. J'ai considéré la terre rare lantale. J'ai pris une roche-mère ici avec la même quantité de lantale. Donc, autrement dit, si je mesurais la teneur, ma teneur, elle serait identique hein, dans mes deux roches là. Donc, c'est la même roche-mère. Je fais une fusion partielle. J'obtiens du coup une restite et un liquide. D'accord? Là, si je regarde les proportions, j'ai sûrement fait une fusion autour de, je dis n'importe quoi, mais peut-être 15% hein, ou 20%. Je sais que mon lantale, il est très incompatible. Ça veut dire que dès 1-2% de fusion, il rejoint entièrement du coup le liquide. Donc mes 4 atomes de lantale qui étaient dans ma roche-mère sont dans la phase liquide et non pas dans la phase solide résiduelle. Je solidifie, je refroidis le liquide, j'obtiens une roche 1 qui a une concentration très forte en lantale. Maintenant, j'augmente le taux de fusion. Pareil, mon lantale, donc là, au lieu d'aller à 15% de fusion, on imagine que je vais jusqu'à 15% de fusion, 30% de fusion. Donc mon lantale, dès aussitôt qu'on a 1 ou 2% de fusion, il est déjà dans le liquide. Donc ça veut dire que la fusion qui va se poursuivre, elle va juste faire venir dans ce liquide d'autres éléments que le lantale. Et du coup, ce qui se passe ici, c'est que ma restite n'a plus de lantale, puisque c'est un élément qui était incompatible, il n'était pas bien dans les réseaux cristallins. Il est entièrement dans le liquide, mais il est dans un volume plus important, puisque j'ai fait un taux de fusion partielle plus forte. Donc ça veut dire que la teneur entre le liquide 1 et le liquide 2, la teneur ici, dans le liquide 2, elle a diminué, puisque le lantale s'est fait tout simplement diluer. Hein. Donc, ça veut dire que je vais solidifier du coup ce liquide et je vais obtenir une roche dont la concentration ou la teneur en lantale va être moins forte. On est d'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que ça vous paraît logique? Donc, si je regarde maintenant mes données réelles, je vois que quand je regarde les teneurs normalisées, vous êtes d'accord avec moi que j'ai divisé toujours par la teneur de la chondrite. La teneur d'une chondrite, c'est une référence, donc ça ne bouge pas. Donc, si j'ai des écarts ici, c'est bien dû à des teneurs qui seraient différentes dans la dacite et dans les barres. Mais là, est-ce que je peux dire que mes teneurs en lantale sont différentes? Non, puisque je vois bien que j'ai des écarts, mais qui ne sont pas du tout significatifs. C'est-à-dire qu'en gros, une adakite ou une roche appartenant au groupe des BADR a finalement la même teneur en lantale. Donc, si elle a la même teneur en lantale, on voit bien que c'est pas du tout ce qu'on a raconté ici. Donc, on peut pas faire appel à une même roche-mère qui aurait subi des fusions partielles différentes. Ça marche pas puisque le lantale, comme il est très, très, très incompatible et qu'il rejoint le liquide, ça veut dire que si j'augmente le taux de fusion, je ne vais pas obtenir ni une adakite ni une barre, je vais obtenir
puisque en fait, je vais avoir une teneur en lantale qui va fortement diminuer. Or, c'est pas ce que j'observe, d'accord? Donc, en fait, en gros, si je regarde mon schéma ici, si je prends les spectres de terres rares ici, si je prends une roche-mère qui est plate, d'accord, au niveau de son spectre, et si je crée une fusion partielle avec un faible taux de fusion partielle, l'élément qui est là, comme le lantale, comme il est très incompatible, il va venir se précipiter dans le liquide. L'élément qui est là, comme l'ytterbium, qui est moins incompatible, il va aller dans le liquide, mais moins fortement. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais obtenir du coup une répartition des teneurs qui va être de ce type-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de différences entre mon lantale, ma teneur en lantale et ma teneur en hyperbium, au niveau de mon liquide, donc de ma roche magmatique. Si maintenant j'ai la même roche-mère, mais je fais cette fois-ci un taux de fusion partielle plus fort, bah, vous voyez bien que ici, entre ici et là, j'étais parti de la même roche-mère. On est d'accord qu'ici, il y avait 4 atomes de lantale pour un petit volume, alors que là, on a 4 atomes de lantale pour un grand volume. C'est-à-dire augmenter le taux de fusion, c'est finalement diminuer la teneur en lantale. D'accord? Et la diminuer fortement. Alors que pour l'ytterbium, eh ben, la diminution sera moins importante puisque lui, il est moins incompatible. Donc, il rejoint moins rapidement. Il faut attendre un petit peu plus de pourcent de fusion pour qu'il rejoigne entièrement du coup le liquide. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors maintenant, prenons du coup l'autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est il serait issu de 2 roches mères différentes. Alors j'ai repris du coup une roche mère 1 et là j'ai mis une roche mère 2. Donc autrement dit, par rapport à tout à l'heure ici, là j'ai une même roche mère, là j'ai 2 roches mères qui sont différentes. Néanmoins, j'ai considéré qu'elles avaient le même taux de lantale. Je fais une fusion partielle au même taux de fusion. J'obtiens des liquides qui ont 4 atomes de lantale pour le même volume. J'obtiens du coup 2 concentrations de lantale qui sont très fortes et qui sont identiques dans le cas comme dans l'autre. D'accord? Et maintenant, je vais prendre pour l'ytterbium. Bah, je vais prendre une roche-mère qui a 4 atomes d'ytterbium, mais une roche-mère 2 qui n'en a que 3. Donc, ça veut dire que si je compare ma roche-mère 1 et ma roche-mère 2, pour le lantale, c'est la même chose, mais pour un composé moins incompatible, comme l'ytterbium, bah, c'est différent. Donc, du coup, j'ai bien affaire à 2 roches-mères différentes. Je fais une fusion partielle au même taux. Mon ytterbium, eh ben, il rejoint le liquide, d'accord? Mais il rejoint le liquide un peu moins rapidement, un peu moins fortement que le lantale, puisqu'il est un petit peu moins incompatible. Donc, au lieu des 4 qui rejoignent du coup le liquide, il n'y en a que 3. Mais là, comme il n'y en avait que 2, il n'y en a que 3, je veux dire, il n'y en a que 2 qui rejoignent le liquide. Je solidifie et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une roche 1 qui a une concentration en ytterbium pas très forte, mais forte, et une roche 2 qui a une concentration en ytterbium qui est faible. Donc, autrement dit, ma roche 2 ici, qui a une concentration en ytterbium faible, ce serait mon adakite. Et ma roche 1, qui a une concentration en ytterbium pas très forte, comme le lantale, mais forte simplement, et ben, ce serait du coup le BADR. Donc, au final, et ben, on voit bien que si j'ai une roche mère comme ça, qui a cette structure-là, qui a, voilà, on va dire, des mêmes concentrations en chacune des terres rares. Si je fais un taux de fusion partiel, bah, mécaniquement, je vais avoir quelque chose qui va se placer forcément au-dessus. Le spectre sera au-dessus puisque j'ai affaire à des liquides et que mes éléments sont incompatibles. Par contre, au niveau du lantale, mon liquide sera largement au-dessus que ma roche-mère, alors que pour l'ytterbium, comme l'incompatibilité est plus faible, elle sera un peu moins au-dessus. Et donc, du coup, j'obtiens un spectre comme ça qui a cette allure-là pour le liquide et qui serait du coup l'allure pour les adakites.
pour les BADR, comment je peux avoir ici, comment je peux faire pour avoir du coup des teneurs qui sont à peu près les mêmes pour le GD, le DY, l'europium et l'ytterbium? Bah, forcément, il faut que je crée une roche-mère qui soit enrichie finalement en éléments les moins incompatibles. Et du coup, quand je vais faire ma fusion, je vais obtenir du coup un liquide qui va être comme ceci. D'accord? Donc, ça veut dire que si je compare la roche-mère des adakites et la roche-mère des BADR, je me rends compte que la roche-mère des adakites, finalement, elle doit contenir à peu près les mêmes teneurs en terres rares les plus incompatibles, c'est-à-dire Lantal, CE, ND, SM. Hein. Par contre, pour les éléments les moins incompatibles, la roche-mère des adakites, elle est appauvrie, hein, elle est moins, il y a moins ces éléments-là. Enfin, ces éléments sont à des teneurs moins importantes par rapport à la roche-mère des BADR. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, monsieur, j'ai du mal à comprendre pour les BADR, pourquoi est-ce que la roche-mère, elle est plus enrichie en éléments moins compatibles? Regarde, est-ce que tu as compris celui-là, Blandine? Est-ce que ça te paraît normal, ça? Oui, vu que le liquide, il est plus enrichi en éléments les plus incompatibles et après… D'accord avec moi que, voilà, c'est très bien. Hein, puisqu'on a affaire à des éléments incompatibles, tu es d'accord avec moi que, de toute façon, on sait que les points pour le liquide vont être au-dessus. Ça, c'est obligé. Si je devais faire la restite, au contraire, les points pour la restite seraient en dessous. D'accord? Et puis, le point pour, par exemple, le Lantal qui est très incompatible, ça va être clairement au-dessus. Hein. Et si je prends l'ytterbium, comme il est un peu moins incompatible, il va être au-dessus, mais de façon moins importante. D'accord? Donc, ça veut dire que si je devais faire la restite, il faudrait que je trace finalement une droite qui serait un peu le complémentaire de celle-ci. Et si je fais la somme des deux, j'obtiendrai du coup la roche-mère. Ça, est-ce que c'est compris? C'est bon, Blandine? Ça, oui. Ok. Là, regarde. Toi, tu es d'accord avec moi? Ce que tu veux faire tu vois bien que tes BADR, on voit bien que la teneur, elle diminue du Lantal jusqu'à l'europium. Et ensuite, les teneurs deviennent constantes. D'accord? On a bien ce profil-là en rouge. Comment tu peux faire? Tu es d'accord avec moi que si tu veux que ce point-là, il remonte un peu, c'est-à-dire le point du liquide pour l'ytterbium, il faut que ta roche-mère, forcément, elle contienne un peu plus d'ytterbium. D'accord? Si je veux que ce point-là, il remonte un tout petit peu, pas autant que l'hyperbiome, il faut du coup que j'augmente aussi, il faut que ma roche-mère, elle contienne un peu plus que d'ytterbium, que de DI. Par exemple, si je veux que mon DI il soit au même niveau que l'ytterbium, il faut que je sois un tout petit peu plus haut, mais pas aussi haut que l'ytterbium. Et du coup, je vais obtenir ceci. Donc ici, si je fais la fusion partielle, là, c'est un élément qui est… La roche-mère, elle est très riche, elle est beaucoup plus riche en ytterbium qu'en europium, par exemple. Mais comme l'ytterbium est moins incompatible que l'europium, du coup, le taux de fusion partielle va faire qu'on va obtenir dans le liquide la même concentration en europium qu'en ytterbium. Et du coup, on va avoir une fin de spectre ici, hein, une deuxième partie du spectre qui sera du coup plat, hein, et non pas comme ceci qui continuerait avec des teneurs de plus en plus faibles pour les adakites. Est-ce que Blandine, tu as compris maintenant? Oui, du coup, merci. C'est bon. C'est bon? Très bien. Septième question. La septième question, en fait, alors là, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on a compris, du coup, avec cette sixième question, donc normalement, vous auriez dû dire il s'agit de roche-mère différents. Donc, si j'ai un liquide adakite adakétique par rapport à un liquide qui va donner des BADR, c'est parce que, en fait, si j'ai deux types de roches magmatiques, c'est parce que j'ai
des roches-mères différentes qui ont subi la fusion partielle. Qu'est-ce que vous savez? Vous saviez normalement que la roche-mère, dans un contexte de subduction, c'est la péridotite. D'accord? Autrement dit, c'est la péridotite qui se situe au niveau du manteau lithosphérique de la plaque chevauchante. Hein. Donc, une péridotite de type lerzolite. Si le liquide adachitique est une autre roche-mère, ça peut pas être la péridotite, donc il faut forcément trouver autre chose. Donc là, le document 7, en fait, les géologues, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modélisé de façon informatique. Ils ont pris 3 roches qui pouvaient être candidates à la roche-mère. Une péridotite lerzolite à grenat, hein, une amphibolite sans grenat et une amphibolite à grenat. Donc déjà, ce sont 3 noms de roches-mères potentielles. Et ce qu'ils ont fait, c'est, connaissant les coefficients de partage, ils ont modélisé, hein, ils ont calculé de façon informatique le liquide que l'on obtiendrait à différents taux de fusion partielle avec telle ou telle roche-mère. Donc, par exemple, ici, hein, ce premier graphique-là, ils ont du coup réalisé un taux de fusion sur la péridotite lerzolite. Donc, ils ont réalisé 1% de fusion. Hein, et donc, ils ont fait tourner leur programme informatique et ils ont modélisé du coup 1% de fusion sur une péridotite lerzolite. Et ils obtiennent du coup ce spectre-là. C'est-à-dire qu'on voit, hein, on a un spectre qui est globalement où on a un spectre avec cette allure-là qui est en bleu, en vert clair. Ils ont refait la modélisation, ils ont refait tourner leur programme informatique pour 2%, pour 3%, et ainsi de suite, jusqu'à 25%. Et à 25%, ils obtiennent le spectre ici, hein, celui-ci. Et donc, du coup, tout ce qui est en vert ici, c'est la panoplie de spectres depuis 1% de fusion jusqu'à 25% de fusion. Et puis, en rouge, sur le graphique, hein, en rouge, ils mettent une donnée réelle, hein, donc c'est pas des données modélisées, hein, c'est pas des données calculées, là c'est des données qui sont mesurées, c'est le spectre de l'adachite. En gros, c'est ces spectres-là. On part de 100, on finit à moins de 5, on part de 100, effectivement, on finit à 1 ou 2. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand je regarde ma donnée réelle, mon spectre que j'ai mesuré sur mon adachite, ne correspond pas, en tout cas, n'est pas modélisé on n'arrive pas à le modéliser, hein, au niveau de cette expérience-là. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien, hein, que mon adachite, elle contient moins, hein, des terres rares les moins incompatibles. Hein. On voit bien que on n'a pas réussi à modéliser la teneur du TB, la teneur du DI, ou la teneur de l'europium, ou la teneur de l'hyperbium. Donc ça veut dire que là, notre péridotite lerzolite à grenat, c'est pas le bon candidat. C'est-à-dire que c'est pas la roche-mère. On a refait la même expérience, mais cette fois-ci, on a considéré une amphibolite sans grenat pour modéliser du coup les liquides obtenus. Et on n'a pas fait de 1 à 25%, on a fait de 10 à 50%. Qu'est-ce qu'on voit? On voit pareil que la modélisation ne permet pas de retrouver les teneurs réelles de la dachite. Hein, on voit bien que pour GD, pour TB, pour DI, pour ER et pour YB, on a des teneurs qui sont des teneurs réelles qui sont bien inférieures à ce que l'on a calculé, hein, avec la modélisation. Donc, ça veut dire que l'amphibolite sans grenat, c'est pas la roche-mère du coup des adachites. Et la troisième expérience, on a utilisé du coup l'amphibolite à grenat. Et là, on voit, hein, on l'a fait en modélisant des taux de fusion de 10 à 50%. Et là, on voit que notre courbe rouge, finalement, elle est comprise finalement dans les panoplies. Hein. Autrement dit, on a réussi
à obtenir, à modéliser du coup, à calculer des teneurs qui sont représentatifs de la réalité. Donc, ça veut dire que notre modélisation, elle est valable, elle est validée, notre modèle est vérifié. Et donc, du coup, c'est que la roche-mère des adachites doit être une amphibolite à grenat. Alors, qu'est-ce que c'est que cette amphibolite à grenat? Dans le texte, on vous disait, ce sont des anciens basaltes et des gabbros qui ont été métamorphisés, qui ont permis du coup de recristalliser des amphiboles, hornblende, d'où le nom de amphibolite. Donc, amphibolite, c'est le nom de la roche. Amphibole hornblende, c'est le nom du minéral qui constitue cette roche. Et elle doit contenir aussi un autre minéral qui est le grenat, d'où le terme de amphibolite à grenat. Donc, du coup, grâce à ces 3 expériences de modélisation, je peux dire que non, la roche-mère des adachites n'est pas la lerzolite, la péridotite lerzolite, donc ce n'est pas le manteau, mais c'est l'amphibolite à grenat qui est un ancien basalte et un ancien gabbro, ou un ancien gabbro. Or, les basaltes et les gabbros, ça fait partie non pas du manteau, mais de la croûte océanique. Donc, ça veut dire que la source de mes adachites, de mon liquide adachitique, de mon magma adachitique, c'est la croûte océanique. Donc, ça veut dire que là, dans la subduction, c'est pas le manteau chevauchant qui se fond, mais c'est la croûte océanique qui plonge, qui fond. Donc, c'est totalement inédit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est anormal par rapport à une subduction classique. Alors, on vous demandait de déterminer aussi le taux de fusion. En fait, le taux de fusion, vous allez pouvoir le déterminer en fonction de la position des points rouges par rapport aux points verts. Alors, il fallait justifier votre détermination. Alors, moi, ce qu'on peut faire, c'est que, vous voyez bien que si je prends les terres rares les plus incompatibles, je vois bien que mes points rouges, ils sont plus proches du vert clair que du vert foncé. Donc, ça veut dire que je dois être, si je suis au milieu, je serai au milieu entre 10 et 50%, c'est-à-dire 30%. Si je suis un peu plus proche de 10, ça veut dire que je suis non pas à 30%, mais je serai peut-être à 15% ou 20%. Si je vais du côté des terres rares les moins incompatibles, là, je vois bien que mes points ils sont plus proches des verts foncés que des verts clairs. Donc, autrement dit, je suis plus proche de 50% que de 10%. On pourrait dire que je suis plutôt à 40%. Donc, une méthode que vous auriez pu dire ici, du coup, là, comme j'ai déterminé que j'étais en gros plutôt à 20% et ici plutôt à 40%, si je dois faire un compromis entre les deux, je peux proposer un taux, par exemple, autour de 30%. D'accord? Ou alors, une autre possibilité, et à mon avis, c'est la méthode qui est peut-être la mieux à considérer, on avait dit, attention, quand on détermine des taux de fusion, il faut toujours prendre les éléments les plus incompatibles parce que eux, ils ont le comportement le plus caricatural lors de la fusion partielle. Et donc, du coup, il faut faire attention à prendre les éléments les plus incompatibles. Je vous rappelle, on avait fait des calculs comme ça avec des taux de fusion. Je ne me rappelle plus le numéro de l'exercice. Et on avait vu que le taux de fusion de la méthode des leviers était retrouvé pour les éléments les plus incompatibles de la composition modale. Donc, ça veut dire que si vous devez faire cette démarche-là, en fait, l'élément qu'il faut considérer, c'est le lantale, celui qui est le plus incompatible. Et là, on voit bien que mon taux de fusion que je vais proposer, c'est plutôt un taux de fusion autour de peut-être 20 ou 15%, ce qui a un taux de fusion d'ailleurs logique d'une zone de subduction. Dernière question qu'on va corriger, c'est la question 8. À partir du document, est-ce qu'il y a des questions du coup sur ce document 7? Et du coup, à partir du document 8, encore de nouveau une question. Alors là, c'était la question plus difficile. Il fallait, le document 8, en fait, montre les adachites, que les adachites contiennent beaucoup moins d'ytterbium que de lantale. On voit bien que si vous regardez la teneur en lantale, elle est beaucoup plus importante que la teneur en ytterbium. Il faut incriminer, rendre responsable le grenat. Alors, vous avez un tableau. Vous avez un tableau qui vous montre, alors attention, le coefficient de partage. C'est-à-dire, ce n'est pas la teneur, on est d'accord.
Le coefficient de partage, c'est juste un indice, un ratio qui va vous permettre qui va vous indiquer si l'élément va aller rejoindre rapidement le liquide ou donc pour des taux de fusion partiels de quelques pourcents, il sera déjà dans le liquide, ou si, donc autrement dit, si l'élément est incompatible, ou si au contraire l'élément est compatible avec les réseaux cristallins, il faudra du coup avoir un taux de fusion beaucoup plus important pour voir cet élément arriver du coup dans le liquide. Deuxième chose, qu'est-ce que vous saviez dans votre cours, c'est qu'un élément, la barrière, enfin la limite entre éléments compatibles et incompatibles, c'est 1. Si on est au-dessus de 1, l'élément est compatible. Si on est en dessous de 1, l'élément est incompatible. On vous donnait quoi? Dans le tableau, vous aviez deux paramètres qui variaient, entre guillemets. Vous aviez la nature de l'élément. On vous donnait le lantale et l'ytterbium. Et vous aviez aussi la nature du minéral. Alors, c'est là où vous avez, où c'était difficile. Cette question-là, elle était plus difficile que les autres. C'est que à chaque fois, quand on avait raisonné en coefficient de partage, on avait raisonné avec un système roche. C'est-à-dire on vous donnait le coefficient de partage pour la roche. Or là, on vous donne le coefficient de partage pour les éléments constitutifs de la roche. C'est-à-dire qu'on change d'échelle. On n'est pas au niveau de la roche, mais au niveau des minéraux de la roche. Donc, si je voulais calculer le coefficient de partage pour la roche, il faudrait que je prenne ces coefficients de partage et que je multiplie par rapport au volume de chacun des minéraux dans cette roche-là. Je ne les ai pas, donc du coup, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas déterminer le coefficient de partage. Mais de toute façon, ce n'est pas l'objet de la question. L'objet de la question, c'est de dire, c'est le grenat qui est responsable de cette différence de teneur entre l'hyperbium et le lantale. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, le grenat, on voit que pour le lantale, le coefficient de partage, dans le grenat, il est clairement très négatif, alors qu'il est au-dessus de 1 pour l'ytterbium. Et si vous regardez l'écart entre ces deux valeurs, c'est un écart qui se compte il y a un rapport de 100, puisque je passe de 10 puissance 1 à 10 puissance moins 2. Donc ici, j'ai un rapport de 100 entre les deux chiffres. C'est-à-dire qu'il faut que je multiplie par 100 ce coefficient-là pour obtenir du coup quelque chose qui serait de l'ordre de ce coefficient-là. Là, 10 moins 2, là, je suis à 10 puissance 0, entre guillemets. Là, entre les deux, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai du 10 puissance, j'ai du 10, j'ai un facteur 10, entre guillemets, entre les deux. Là aussi, un facteur 10. Et là, j'ai même pas de facteur tout je suis du même ordre, je suis tous les deux de 10 moins 2. C'est-à-dire que ce qu'il fallait remarquer, c'est que l'écart entre les coefficients de partage étaient les plus importants au niveau du grenat par rapport aux autres minéraux des amphibolites. On est d'accord? Donc, ça veut dire que quand je vais faire la fusion partielle du grenat, et il ne faut pas dire la fusion partielle de l'amphibole, il faut être plus précis, il faut se placer à l'échelle du grenat, c'est que quand je vais démarrer la fusion partielle du grenat, que du coup je vais créer un liquide qui va avoir des compositions très différentes en lantale et en hyperbium. Puisque le lantale est très incompatible dans le grenat, il va se concentrer rapidement dans le liquide, et comme l'hyperbium est compatible dans le grenat, quand je vais faire sa fusion partielle, il va rester du coup dans le grenat et ça va créer du coup un écart dans mon liquide entre la teneur en lantale et ma teneur en hyperbium. Donc, il fallait dans l'explication expliquer effectivement qu'est-ce que ça signifie un coefficient de partage très négatif, un coefficient de partage positif, mais il fallait ensuite impliquer la fusion partielle du grenat et pas de la roche. Et on est d'accord qu'il faut absolument qu'elle soit partielle. Si la fusion est totale, alors tous les éléments lantale et hyperbium seront passés du coup dans le liquide. Est-ce que c'est compris? Regardez, je peux vous faire, si je fais une fusion du feldspath plagioclase, une fusion partielle du feldspath plagioclase, est-ce que ça va me créer un liquide qui va être avec un écart, enfin une différence de teneur? Pas tellement. Et même, au contraire, là, on voit bien que le coefficient de partage, il est plus bas chez l'hyperbium que chez le lantale. Donc, ça veut dire que là, on ne va pas avoir
une différence de teneur très importante. Au contraire, on aura quelque chose de valeurs qui seront très proches. Et même la valeur pour l'ytterbium sera plus élevée que pour le Lantal. D'accord? Et ces deux-là, oui, il y aura un écart. Si je fais une fusion partielle de l'amphibole à hornblende et le clinopyroxène, oui, j'aurai un écart. Là, quasiment pas. Oui, si j'aurai un écart, excusez-moi. Et là, effectivement, ce sera le Lantal qui sera plus concentré que l'ytterbium, mais pas autant, il n'y aura pas autant d'écart que ici. Est-ce que c'est compris? Donc là, je répète, la bêtise qui a été faite, deux bêtises qui ont été faites essentiellement, c'est de considérer qu'un coefficient de partage, c'est une teneur, c'est faux. Un coefficient de partage, ce n'est pas une teneur, ça indique juste un comportement d'un élément lors de la fusion. Et deuxième erreur, c'est d'avoir considéré un système roche alors qu'on vous demandait de considérer un système minéral, c'est-à-dire de ne pas être à la bonne échelle. Il ne fallait pas considérer la fusion de l'amphibolite, mais il fallait considérer la fusion des minéraux de l'amphibolite. Et effectivement, c'est le grenat qui montre le plus d'écart dans les coefficients de partage. Donc, c'est lui qui va être à même de créer un liquide qui aura le plus de différence de composition, de teneur, de différence de teneur entre le Lantal et l'hyperbiome. Au passage, regardez ici. Vous voyez bien que ici, dans la modélisation, quand on fait une amphibolite sans grenat, du coup que le grenat ne peut pas fondre, et bien vous voyez bien que l'écart entre les valeurs de Lantal et les valeurs d'hyperbiome sont beaucoup moins importants que quand il y a la présence d'un grenat. Donc, c'est vraiment le grenat, la fusion du grenat qui fait la dacite, qui fait le liquide adacitique. Bon, cette question, elle a été difficile, mais les autres n'étaient pas si difficiles que ça. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors du coup, aujourd'hui, vous avez la fin du cours à étudier. Demain, je vous ferai étudier, vous aurez à étudier une partie du TP qu'on n'a pas pu réaliser, mais du coup, je vous le donne et on regardera les roches à la rentrée avec Monsieur Cross. Et je vais essayer de continuer à corriger le DS. Peut-être que je vais réussir à vous rendre du coup la partie 3, donc la partie qui était un travail sur le diagramme PT, le diagramme pression-température. Du coup, alors vous avez un petit exercice 3 à faire. Alors c'est un mini exercice avec toujours géoportail. Donc pareil, s'il y a des difficultés, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Par contre, je pense que je n'aurai pas le temps de faire des diapositives de correction de photos du glacier à légender, etc. Je vous ai montré. Vous pouvez du coup me montrer si vous voulez vos images, si vous voulez vérifier, ou sinon j'ai vérifié déjà les travaux, je crois, surtout d'Océane qui m'a fait des choses très très bien. Donc Océane, elle peut aussi vous conseiller. Elle peut être aussi mon assistante. Bonne journée.